vais essayer de... Je vais essayer de vous parler simplement d'un sujet qui est évidemment complexe, parce que le grand choix stratégique de la communauté urbaine de Lyon, c'est d'émietter ce dossier en plusieurs petits dossiers. Et donc, le fait qu'il y ait beaucoup de dossiers, ça fait naturellement beaucoup de recours, parce que chaque fois qu'il y a un dossier, il y a besoin d'un recours. Alors, pour réaliser ce projet, il faut deux phases. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais c'est important. Il y a la phase de l'intérêt général, des déclarations d'utilité publique, une phase administrative, pour déterminer si on a le droit de faire le projet. Et puis, il y a une phase plus spécifique qui concerne les personnes expropriées, qui jouent un rôle majeur, dans la mesure où ce sont toujours des maillons forts pour bloquer un projet d'avoir des expropriés. Donc on abordera la question des expropriés après, pour voir où on en est des procédures. Alors, actuellement dans les procédures, on va les synthétiser de manière plus simple, parce qu'il y a à peu près une quinzaine de recours, mais on va les synthétiser de manière plus simple par famille, sachant que l'idée importante, c'est que pour l'instant, il n'y a aucune bataille qui est perdue de manière définitive. C'est-à-dire qu'il y a déjà des recours qui ont été statués en première instance, et ces recours en première instance font l'objet d'appel, alors que, en ce qui concerne les autres, ce n'est pas encore statué. Première étape, il y a eu la déclaration d'intérêt général. C'est-à-dire que l'administration, le Grand Lyon, l'Olympique Lyonnais, pour se rassurer que le projet était réalisable, ils ont obtenu une loi d'exception qui leur a permis d'obtenir un arrêté qui déclarait d'intérêt général le stade. C'est évidemment une grande ambiguïté de ce dossier, parce qu'à partir de cette déclaration d'intérêt général, chaque fois qu'on veut débattre du dossier, on dit oui, mais il y a une déclaration d'intérêt général. Donc on n'a pas à en débattre. Cette déclaration d'intérêt général a fait l'objet d'un recours. Ce recours en première instance, on était, j'allais dire, à deux doigts de le gagner. Et ça, c'est déjà intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a une spécificité du tribunal administratif. Je vais peut-être parler sans micro, non? Oui. Ou reculer. Je vais me mettre un peu plus, si vous voulez, un peu plus au milieu, si ça ne vous dérange pas. Comme ça pour... Oui. En ce qui concerne la déclaration d'intérêt général, il y a eu donc une spécificité au tribunal administratif, qui est une spécificité, simplement de le rappeler, c'est que vous avez 3 magistrats, mais vous avez en plus ce qu'on appelle un rapporteur public. On l'appelait avant commissaire du gouvernement, un rapporteur public. C'est un magistrat qu'on dit indépendant, et qui donne un avis sur le dossier. Traditionnellement, cet avis est 9 fois sur 10 la décision du tribunal administratif, parce qu'ils ont tous le même cursus, ils ont tous fait à peu près les mêmes études, et donc souvent les raisonnements sont logiquement les mêmes. Sur la déclaration d'intérêt général, vous avez pu le voir début juillet 2012, le rapporteur public proposait l'annulation de la déclaration d'intérêt général. Malheureusement, le tribunal n'a pas suivi son rapporteur public et il n'a pas annulé. Mais ça veut dire que la question juridique autour de la déclaration d'intérêt général, elle est encore parfaitement débattue. On sait que les décisions sur des dossiers aussi sensibles sont variables. On donnera le cas du stade de Grenoble. Le tribunal administratif de Grenoble ne l'avait pas annulé. La Cour administrative de Lyon a annulé le stade de Grenoble et le Conseil d'État a finalement pas annulé le stade de Grenoble. On voit bien que c'est compliqué et qu'il y a beaucoup de lobbies. Il faut savoir aujourd'hui que le stade de Grenoble est vide puisque le club n'existe plus. Il est tombé en 5e division. Donc on a fait un stade de 22 000 places pour rien, montrant que l'histoire donne raison et pourrait bien nous donner raison, mais l'important aujourd'hui, c'est quand même qu'il n'y ait pas de stade. Donc la déclaration d'intérêt général, on était à 2 doigts de gagner, c'est ça qu'il faut se dire,
Et donc nous avons fait appel de cette décision et on a l'impression que la Cour administrative d'appel a envie d'aller très très vite sur ce dossier. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? En tout cas, ils ont déjà clôturé l'instruction au 6 février, c'est-à-dire que les échanges d'arguments vont s'arrêter le 6 février 2013. Donc là, on est évidemment bien sur la brèche. Première partie. Deuxième partie, c'est le droit de construire, qui est fondé sur le permis de construire et le plan local d'urbanisme. Malheureusement, sur cette décision, nous avons perdu et nous allons faire appel avant le 20 février 2013. Donc nous sommes en train de préparer les recours en appel. La question est très très ouverte aussi, mais bon, ici effectivement le résultat est moins bon. Troisième partie, troisième grand volet de cette opération qui est nécessaire, c'est au niveau de la vente des terrains, notamment ceux du Grand Lyon, il y a aussi ceux de la ville de Dessines. Là encore, le rapporteur public proposait l'annulation pure et simple de la délibération. C'était une bonne chose. Malheureusement, le tribunal administratif a fait une annulation à minima, très ambiguë, qui fait la polémique que vous avez dans la presse en disant « oui, c'est annulé, mais ça n'a pas tout à fait invalidé le prix ». C'est vrai, d'une certaine manière, le tribunal administratif annule sur un problème de procédure et ne se prononce pas réellement sur le prix des terrains. Ça veut dire deux choses. D'une certaine manière, on peut reprocher à juste titre au tribunal administratif d'avoir statué en dessous de la demande. Normalement, il y a des moyens, il doit y répondre. Il ne l'a pas fait, c'est pas normal. D'où l'interrogation qu'on a de faire partiellement appel de cette décision pour qu'il réponde à toutes les questions qui sont posées. Et en tout état de cause, la balle est renvoyée dans le camp du Grand Lyon qui devra dire, semble-t-il en février, d'après Gérard Collomb, soit s'il confirme exactement le même prix, soit il change le prix. Mais de toute façon, s'il change le prix, il ne va pas le changer beaucoup. Il ne va pas dénaturer, car on sait que si on est dans le vrai prix des choses, le projet ne peut pas se faire. Parce qu'à 200, 250 euros, c'est fini. L'Olympique lyonnais n'aura jamais l'argent pour le faire. Un, parce qu'il ne pourra pas les payer. Et deuxièmement, puisqu'il n'aura plus d'espérance de plus-value. C'est surtout ça. Car tout le dossier, on en est tous convaincus, tout le monde le sait, c'est un grand mensonge que du Grand Lyon de faire croire que ce n'est pas vrai, mais c'est une évidence. Le stade, il ne sera pas financé par les nouveaux spectateurs. Ça, c'est pas vrai. Les nouveaux spectateurs, d'abord, il faudrait qu'il y en ait des nouveaux. Pour l'instant, on sait très bien que le nombre de spectateurs est très sensible de deux choses. Un, des résultats sportifs. Il faut de bons résultats. Par exemple, en Italie, ils ne remplissent pas tellement les stades. Ils sont souvent vides. Contrairement en Allemagne et en Angleterre, où les stades sont beaucoup plus remplis. Hein, c'est des cultures différentes. Donc on ne sait pas sûr qu'en France, on remplisse autant que ça les stades. Ça, c'est le premier élément, résultat sportif, et puis aussi de l'effet crise économique. C'est-à-dire qu'il y a besoin de revenus disponibles. Plus on est dans des situations où les gens sont en train de perdre leurs emplois, s'occuper de foot, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Parce que de toute façon, les gens n'ont pas le temps ou plus les moyens d'aller effectivement voir du foot. Ils vont continuer à le voir, mais cette fois-ci à la télé. Donc on voit bien qu'actuellement, il y a une baisse générale sur tous les clubs de la fréquentation, et il y a une baisse très spécifique sur l'Olympique lyonnais compte tenu des résultats. Donc voilà. Et actuellement, on peut dire que globalement, les recettes de stade de Gerland, c'est 18 ou 20 millions d'euros. Ils peuvent espérer 5, 6, 7, 8 millions d'euros par an de plus avec le nouveau stade. C'est le grand maximum, mais avec 8 millions d'euros de recettes par an, on ne finance pas un stade de 400 millions d'euros. Ça, c'est pas vrai. Voilà, il faut d'autres recettes. Effectivement, se pose le naming, qui n'est toujours pas acquis, etc., et on pourra repartir. Donc,
la question de la plus-value est évidemment la question centrale de ce dossier, qui un jour apparaîtra, d'une manière ou d'une autre, et va mettre en cause, et je le dis de façon claire, pourra remettre en cause, sur le plan pénal, ceux qui ont contribué à cette opération. Les gens sont en train de prendre des très gros risques. Quatrième grand volet, c'est l'ensemble des accès. Alors c'est en fait 5 dossiers, puisqu'il y a T3, accès nord, accès sud, le parking et l'échangeur numéro 7. Mais en fait, globalement, c'est un même dossier qui devrait être statué au cours du mois de février ou mois de mars. On est encore dans les échanges de mémoire, il n'y a pas encore des vraies clôtures d'instruction, et donc on peut encore débattre, etc. Et il y a évidemment des arguments juridiques très importants dessus dans ce genre de dossier. Et comme je l'avais déjà dit, un des arguments juridiques, c'est que les avis d'enquête publique ne sont pas conformes à la loi, et normalement ça devrait annuler. Mais on verra ce qui se passe. Ce qui est effectivement très inquiétant, c'est quand même un tribunal administratif dont on imagine implicitement que son rôle devient un grand protecteur du stade, ce qui est extrêmement curieux, parce que sur d'autres dossiers, il est beaucoup plus rigoureux sur le formalisme et le respect des formes. Ça, c'est le quatrième grand volet important, qui pourrait, en tant que tel, réellement ébranler le dossier. Après, il y a des recours périphériques. Parmi les recours périphériques, je ne vais pas tous vous l'exposer parce que ça serait un petit peu long, il y a celui qui est nouveau, c'est celui qui porte sur la garantie d'emprunt du Conseil général. Et là, ce qu'il y a d'intéressant dans cette affaire de 40 millions d'euros, c'est 2 choses. La première, c'est que ça montre qu'il est quand même très tendu sur le plan financier. Car si la garantie d'emprunt tombe, Vinci va effectivement s'interroger sur sa capacité. Pour l'instant, on en est là. Et la deuxième chose, c'est que ce recours nous ouvre de façon beaucoup plus claire et beaucoup plus nette la porte, j'allais dire, du contentieux européen sur les aides publiques à un projet privé. C'est quelque chose qui est simple, qui est récurrent dans le débat. Les États, et quand on dit les États, ça couvre les collectivités locales, c'est les États au sens large, c'est toute autorité publique, n'a pas le droit, sans l'autorisation de l'Europe, d'aider un projet commercial, un projet privé. Ça, c'est une interdiction générale. Les collectivités ne peuvent le faire que dans 3 circonstances. La première, évidemment, c'est la somme est tellement faible, ce qu'on appelle la règle des minimis, la somme est trop faible, on ne s'en occupe pas, sauf que la règle, c'est 200 000 euros tous les 3 ans par entreprise. Le problème, il est clair, les aides, elles sont largement au-dessus de 200 000 euros par an sur le club de foot. La deuxième, c'est que c'est une règle qui a été déterminée pour toutes les entreprises. Donnons un exemple. Le CNC, le Centre national du cinéma, aide tous les films avec un système d'avance sur recette. C'est légal. Pourquoi? Parce que la règle a été déposée à la Commission européenne et que la Commission européenne a validé cette règle d'aide généralisée. Sur le stade, évidemment, ce n'est pas une aide généralisée, il n'y a pas une aide à la construction de tous les stades de France généralisée, déposée à l'Europe. Et le troisième cas, c'est le dossier lui-même aurait été présenté à l'Europe. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Le dossier du stade n'a pas été présenté à l'Europe. Or, les garanties d'emprunt, c'est une aide économique. Ça ne se discute pas. C'est une aide économique. Donc, ils auraient dû la présenter à l'Europe, ce qui n'a pas été fait. Et donc, ça rouvre tout le débat de ce dossier pour une simple raison, c'est que quand l'Europe analyse une aide économique, c'est toute aide confondue. C'est-à-dire, quand on débat de cette aide, il faut regarder toutes les aides qu'on a fait autour. Et donc, ça rouvre le débat de la valeur du terrain, ça rouvre le débat du financement des accès, ça rouvre tous les débats. Et d'une certaine manière, on va bien voir comment se termine, pour le coup, le film, mais le fait d'avoir fait cette garantie d'emprunt, ça a un double effet. Premièrement, psychologique. Ça fait prendre conscience que ce projet n'était pas un projet privé et qu'on a menti à tout le monde depuis le début.
Et le deuxième effet, c'est un effet en chaîne. C'est-à-dire que là, on ouvre la boîte de Pandore de rediscuter tout le dossier autour du dossier de la garantie d'emprunt. Voilà. Alors il y a d'autres éléments, effectivement, périphériques. On peut y répondre si ça intéresse, vous en avez entendu parler. Voilà ce qui est sur l'aspect. Donc aujourd'hui, effectivement, en apparence, le dossier avance, parce qu'il y a quelques bulldozers, mais pour l'instant, il y a encore des éléments qui ne sont pas acquis, qui est le financement. Et il y a des éléments tout à fait d'incertitude sur des volets essentiels en termes juridiques. Voilà où on en est aujourd'hui à ce niveau-là, sur l'aspect de cette dynamique. J'ajoute un petit point politique avant de parler des expropriés. On dit toujours, et ça c'est un message à faire passer de façon récurrente, on dit toujours que ce projet crée des emplois. Mais imaginons que Hyundai, qui est déjà partenaire à minima, mais pour les maillots du club, décide de mettre 100 à 150 millions d'euros de financement du stade. Ce n'est pas négligeable pour le naming, c'est-à-dire marquer Hyundai, le stade Hyundai, comme on l'a vu dans la presse. Ce sera peut-être Bahreïn. Si c'est Hyundai, il faut bien vous dire une chose, c'est qu'il espère vendre des voitures Hyundai en France. Il ne fait pas ça ni pour les beaux yeux de Gérard Collomb, ni pour les beaux yeux d'Olas. Il fait ça parce que ce sont des hommes d'affaires et qui font du business et qui estiment que ça va être un pion avancé pour faire rentrer des voitures Hyundai en France. Aujourd'hui, vous avez eu les chiffres de la chute de l'automobile en général, c'est l'effet crise, mais aussi de la chute des voitures françaises de façon spécifique. Les voitures Peugeot chutent de moins 18%, alors que les voitures Volkswagen chutent de moins 5%. Donc on voit bien qu'il y a une différence. Est-ce que vous voulez rajouter encore plus de voitures Hyundai en France pour encore plus de licenciés de gens chez Renault et chez Peugeot? Donc le stade est en train de licencier des gens chez Peugeot et chez Renault, si Hyundai arrive. Et si c'est Bahreïn qui vient, c'est pareil. Que ce soit les Émirats du Qatar, du Koweït ou de Bahreïn, s'ils viennent en France, c'est bien pour ouvrir des chantiers, des avantages fiscaux. Il faut savoir que tous les Émirats ont obtenu un avantage fiscal, qui est la non-double imposition sur les plus-values foncières. C'est-à-dire quand vous, et on a vu que les Français ont eu une pénalisation des plus-values foncières plus dure pour, j'allais dire, compenser toute la mauvaise gestion de la France. Avant, vous étiez exonéré à partir de 18 ou 17 ans, de 15 ans, c'était 15 ans, merci de me corriger, j'ai un trou de mémoire, de 15 ans, et maintenant c'est 30 ans. Alors ça baisse un petit peu, mais il faut attendre vraiment 30 ans pour être totalement exonéré. Voilà. Eh bien non, quand vous êtes du Qatar ou des Émirats arabes, vous achetez un bien en France, vous le revendez, la plus-value, vous ne payez pas d'impôt sur les plus-values. En fait, l'intérêt des Émirats, c'est de prendre la nationalité française, l'intérêt de M. Depardieu, c'est de prendre la nationalité russe. C'est-à-dire qu'on met en place des systèmes pour que les très riches ne payent jamais d'impôts. Voilà. Donc, tous ces gens-là, on le payera un jour par nos emplois, le fait qu'ils financent le stade. Ça, c'est extrêmement clair, et donc il faut arrêter de dire que ça va créer des emplois. Ça va au contraire être un facteur de destruction d'emplois, compte tenu des gens qui vont venir investir dans le stade. Fin de cette parenthèse, et maintenant sur les expropriés. Alors sur les expropriés, c'est un dossier extrêmement compliqué pour les aider utilement, et on a une opération qui a double entrée pour aider les expropriés. Les expropriés, ils sont, dans leur globalité, spoliés. Et il y en a beaucoup, parce qu'on oublie trop souvent que ce stade qui fait 50 hectares a en réalité une centaine d'hectares mobilisés au titre des accès. Et sur les gens expropriés, il y a des gens qui sont expropriés sur des quantités extrêmement importantes
de 6 hectares de terrain qui sont expropriés. Alors, pourquoi autant de mètres carrés? C'est parce qu'il y a cette ambiguïté coupable que pour faire, on l'a vu, en apparence, 12 mètres de large de voirie, on prend jusqu'à 95, voire 100 mètres de large. Et pourquoi? Alors, sur Chassieux, et c'était bien exposé lors de la précédente réunion où vous aviez vu tous les plans, soi-disant pour faire des espaces verts, du pique-nique, etc. Il n'y a aucun besoin d'espace vert, et on sait par avance que l'entretien de tous ces espaces verts coûterait de l'ordre d'1 million d'euros à la ville de Chassieux, ce qui est impossible. L'entretien des espaces verts, rien que sur Chassieux, coûte plus cher que l'entretien du stade de Gerland. On est complètement dans la folie ou on est complètement dans le mensonge. Donc on sait très bien que ces terrains feront l'objet d'une grande spoliation et d'une revente avec plus-value au profit, cette fois-ci, de la communauté urbaine de Lyon, qui revendra les terrains à des promoteurs immobiliers pour faire des maisons, etc., et encaisser et, j'allais dire, diminuer la charge de cette lourde opération qu'est le stade, effectivement, pour la communauté urbaine de Lyon. Donc, sur les expropriés, on mène effectivement une double bataille. La bataille de la surface, c'est-à-dire que même si le projet se faisait, eh bien, au moins qu'on gagne pour qu'il ne soit pas exproprié de quantité de terrain aussi importante et donc couper les, entre guillemets, les vivres du Grand Lyon. Ça ne bloquera pas le stade, mais au moins, ça évitera que les gens sont spoliés sur des surfaces énormes. Et on mène aussi la bataille sur le prix du terrain. Parce qu'effectivement, il y a une ambiguïté extrêmement forte, c'est qu'on prétend que les terrains ne valent rien parce que c'était des terrains naturels qu'il fallait protéger. Or, on récupère ces terrains pour construire dessus, c'est-à-dire pour leur ôter le côté naturel. Qu'on fasse une voirie ou qu'on mette des maisons, il n'y a plus de petits crapauds, donc le caractère naturel des terrains, évidemment, disparaît totalement. C'est une bataille très difficile parce que la législation française est scandaleuse. Le code de l'expropriation, l'essentiel de ces dispositions date, j'allais dire, du 19e siècle. Et on a laissé, j'allais dire volontairement, des lois d'exception, car vous avez des exceptions partout, 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 au niveau de l'expropriation. Jusqu'au, j'allais dire, au fait qu'on a une juridiction foraine, c'est-à-dire elle vient sur place, les gens n'ont rien compris, ils ne voient pas qu'ils sont devant un tribunal, personne n'est déguisé avec ses robes noires, mais hop, ils sont jugés. Ah, comment le jugement il a déjà eu lieu? Ah ben oui, c'était marqué, il y avait une petite ligne en bas, comme dans les contrats d'assurance, vous ne l'avez pas lu, qu'éventuellement on aurait pu juger sur place. Voilà, donc toute une multitude d'exceptions qui sont scandaleuses. Alors je pourrais vous les énumérer, là aussi c'est long, mais c'est un scandale. Et là, il faut faire bouger la loi. Alors, on a un peu fait bouger la loi par la question prioritaire de constitutionnalité. Nous avons interrogé sur un texte de loi et aujourd'hui, on a un peu fait bouger la loi. Sauf que le juge n'a pas envie pour l'instant de saisir cette opportunité et pour l'instant, il y a un exproprié. Alors là, ça a été malheureusement une erreur de certaines personnes de n'avoir pas fait appel à l'association dès la première instance. Et donc elles se sont retrouvées devant un appel directement et le juge d'appel n'a pas voulu prendre en compte la question prioritaire de constitutionnalité. La question va se poser pour cette personne de faire un recours en cassation et malheureusement, donc on va en discuter, on va voir comment on peut gérer collectivement, parce que c'est la première, donc il y a l'influence sur les autres, mais c'est la première fois qu'il faut débourser de l'argent. Parce que pour l'instant, effectivement, alors là je réponds à la question, je n'ai pas pris d'argent à personne. Voilà, malgré ce que disent les détracteurs, mais là après c'est un recours en cassation, c'est un avocat devant la Cour de cassation, on peut essayer de négocier les prix, mais ce n'est pas gratuit. On rentre dans cette phase où effectivement il faut voir comment on peut gérer collectivement, parce que ça sera un dossier en série, hein, tout le monde va être la même chose. Le juge de première instance, lui, ne s'est pas prononcé s'il va effectivement accepter qu'on débatte devant le tribunal administratif du classement des terrains.
il y était assez enclin. Peut-être que la position de la Cour d'appel va le faire bouger dans le mauvais sens. Donc on en est là et on va voir la réponse le 14 février. Donc on est vraiment dans une phase très charnière sur la question du prix. Je pense que pour ceux qui auront le courage et qui ont peut-être le plus d'enjeux d'aller jusqu'au bout, et donc de passer cette phase de Cour de cassation, qui est la phase malheureusement coûteuse, parce qu'après on retombe devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui redevient gratuit, parce que ça peut être un avocat de droit commun, donc je peux le faire. Là, je n'ai pas le droit d'aller devant la Cour de cassation. Et c'est effectivement très compliqué. Eh bien, je pense que ce dossier, devant l'Europe, au moins pour des gens qui ont des vrais enjeux, eh bien, je pense qu'on peut le gagner. Parce que ce qui se passe, c'est scandaleux. Et de toute façon, le scandale va éclater. C'est-à-dire que le Grand Lyon ne va pas garder ces terrains. Ce n'est pas possible. Donc, le temps pour les exproprier va jouer en leur faveur, même si le projet se fait. Et donc, il faut avoir ce courage vraiment d'aller ensemble et le plus collectivement possible en termes d'exproprier. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a eu une embellie avec la question prioritaire de constitutionnalité. Nous avons un résultat décevant pour la Cour d'appel. On va essayer de continuer à travailler, de le faire changer de position. Mais, parce qu'il y en a d'autres qui vont venir, ou est-ce qu'il va faire un espèce de jugement de série, tous les mettre dans le même panier. C'est vrai que ce qui posait problème à la Cour d'appel, c'est qu'il y avait un autre monsieur qui avait pris un autre avocat, et puis qui n'avait rien à dire. Et donc il s'est retrouvé avec la situation le même jour, il devait juger 1 euro pour l'un, parce qu'il n'avait rien dans le dossier, et puis autre chose pour l'autre. Et donc là, il y a un espèce d'effet de série qui est extrêmement négatif. Voilà donc où on en est sur les expropriés. Mais moi, j'espère qu'on va pouvoir gagner sur l'ensemble du dossier pour que ce projet ne se fasse jamais. Et moi, je voudrais qu'on remercie